1694 et 1892, il y a eu 6 seigneurs qui se sont succédés. Il y en a seulement les 2 derniers qui ont resté ici, qui ont établi leur résidence ici. Il n'y a pas eu d'habitation avant 1819 environ, où Jean-René Hertel, Jean-Baptiste René Hertel de Rouville, est devenu seigneur et il est resté dans une modeste maison pour le début. C'est une maison de pierre d'un étage très modeste. Et vers les années à peu près 1830, il a décidé d'agrandir un peu sa résidence pour lui donner un peu plus de cachet, puis pour montrer que c'était lui le seigneur. Alors, il a commencé en 1931 à rénover un peu la bâtisse et c'est devenu une maison d'environ 2 étages, un peu plus grosse, pour son rang. Et quand ça s'est terminé en 1833, où il y a eu des problèmes, puis que la maison a été livrée, mais pas finie. C'est à partir de cette date-là que les dettes ont embarqué. Il y a eu des petits problèmes financiers. Fait quand les créanciers le cherchaient depuis 1939 à saisir la seigneurie, alors il était obligé de mettre la seigneurie à vendre. Et c'est là qu'en 1944, il y a eu un acheteur, c'était le major Campbell, Thomas Edmund Campbell, qui a pris possession, qui est devenu le 6e, dans le fond, le 6e seigneur du domaine. Il a changé ça un peu au style du château de son frère en Écosse. Puis il a mis ça dans son élément, dans le style Tudor qu'on connaît présentement aujourd'hui, qui est encore dans le style Tudor. C'est un des seuls, je pense, au Québec qui est encore dans ce style-là. Quand on a décidé d'acheter, ça a été long avant qu'on se décide. On a parlé beaucoup en famille, puis est-ce qu'on voulait que ça soit un projet de famille? Puis on a décidé d'embarquer, puis on a fait ça parce qu'on aimait beaucoup la bâtisse comme telle. On venait des fois, puis on aimait beaucoup ça, puis on aime beaucoup l'histoire, puis le patrimoine, puis tout ce qui se rattache à la bâtisse, dans le fond, toute l'histoire qui se rattachait à ça. Et la première fois que Jordi m'a amenée ici pour voir le lieu, d'abord, j'ai été stupéfaite de voir ce monument-là. J'en revenais pas. Puis ça m'a fait une impression très étrange. Il y avait une force qui se dégageait de ces pierres rouges foncées, cette architecture-là. Puis n'oubliez pas qu'à ce moment-là, Saint-Hilaire, c'était encore un village. Alors, c'est encore plus impressionnant dans ce contexte-là, parce que l'édifice s'imposait encore davantage. Plus il y a des bâtisses qui se construisent autour, plus on modernise le manoir, on ne sent pas cette impression. Mais à l'époque, le contraste était terrible. Franchement, là, on avait l'impression d'être en nulle part, puis pourtant l'édifice était au milieu de cette place-là. Et puis, la nature autour donnait aussi un relief. Hein? Alors, donc, moi, c'était la première impression. Après ça, Jordi m'a amené à l'intérieur. Ce que je constatais, c'est qu'il manquait des fenêtres. Il n'y avait pas de vitres, je veux dire. Et puis, ensuite de ça, on gelait, et puis, royalement. Et puis, ensuite de ça, on enjambait des madriers, puis toutes sortes de constructions. Là, on enjambait. En prenant un manoir qui a été 15 ans abandonné, il fallait être courageux, puis mais c'était un courage nécessaire, disons, en ce qui nous concerne, parce que Jordi avait besoin d'ateliers. Et dans les sites industriels, les ateliers coûtaient des prix qu'un artiste ne pouvait pas envisager, surtout que lui, il n'était pas encore tout à fait dans sa lancée. Alors, cet endroit-là l'a tout de suite subjugué. Et puis, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour avoir l'opportunité de vivre ici. Parce qu'il y avait aussi l'idée que le lieu était très agréable à vivre. Et puis, tout ce mystère de cet édifice, puis c'est l'histoire,
tout ça, c'était d'autant d'attrait pour Jordi, parce que Jordi était fasciné par tout ça aussi. Hein? Un artiste, comment voulez-vous qu'un artiste ne soit pas fasciné? Et puis, il y avait l'opportunité d'avoir un toit sur la tête, puis d'avoir suffisamment d'espace pour faire ses murales. Donc, ça, c'était le facteur décisionnel qui a fait qu'il s'est lancé dans cette aventure. Et puis, il a eu la chance de pouvoir l'avoir à ce moment-là, un prix qui était énorme, malgré tout, parce qu'on va dire, oh, vous l'avez payé seulement 60 000 mais 60 000 quand on a une maison qui a été abandonnée pendant 15 ans et qui n'a pas rien pour vraiment nous recevoir, qu'il faut vraiment camper comme des miséreux, mettre quelque chaufferette autour de soi pour habiter une pièce. Pour commencer, c'est ce que Jordi a fait. Et ensuite, après ça, bien, à force de faire des petites choses à droite et à gauche, bien, il a fait venir sa famille et moi, mes enfants. Et alors là, nous aussi, on s'est mis à camper au deuxième. Donc, à partir de là, et puis comme on était jeunes, parce que là, le facteur jeune, c'est bien important. Quand on est jeune, comment je pourrais dire ça, donc? On se rit des difficultés un peu. Et puis, on fait avec. Et puis, ensuite de ça, bien, il y a des amis qui venaient. On oubliait nos pressions de toutes sortes en faisant des petits repas. Vous savez, il y avait un va-et-vient de petits événements qui font chaud au cœur et qui permettent d'oublier la tâche énorme qu'on avait sur le dos. Jordi occupait une partie du bas parce qu'il y avait ses bureaux. Ensuite de ça, il va sans dire que toutes les dépendances étaient occupées par lui puis, pour son travail. Et ensuite de ça, moi, j'habitais donc le deuxième. Mais bizarrement, dans une maison qui a une trentaine de pièces, moi, j'avais ma chambre à coucher, mes enfants avaient une seule chambre à coucher, ils couchaient tous les trois dans la même chambre. Parce qu'on occupait, en fait, la moitié d'un deuxième. Il y avait une grande salle de bain qu'on aurait pu faire une très grande chambre à coucher dedans, mais c'était... la toilette était perdue, c'est bien simple, elle avait l'air de rien du tout, au milieu de rien du tout. Et ensuite de ça, vous savez, il y avait des choses bizarres. Et on s'est fait une cuisine vraiment très rudimentaire, là. Je pense que c'est les employés de Jordi qui ont fait des armoires. Il ne fallait pas trop regarder de près parce que c'était pas du luxe. Mais on les a peinturés pour leur donner un drôle d'allure, en tout cas. Et puis, ensuite de ça, plus tard, il y a eu un salon à côté de la petite cuisinette qu'on s'est faite, où j'ai mis mon piano et puis tout ça. Là, il y avait un salon de plus dans cet étage-là. Et un peu plus tard, il y a eu un autre grand salon de terminé aussi. Là, je pouvais mettre mon piano et faire en sorte qu'on commençait à goûter le lieu. Parce qu'avec une certaine majesté, le lieu, on pouvait ne pas faire grand-chose pour que le peu de choses qu'on faisait lui donnait de majesté. La majesté était là. Alors, donc, le peu qu'on y ajoutait, déjà, il y avait une ampleur, il y avait une beauté. Pour vous parler de meubles, quand on a commencé à habiter cette place, Jordi et moi, disons au bout de 2-3 ans, là, on était désespérés parce qu'il n'y avait pas de meubles. En tout cas, tout ce qu'on avait, là, c'était très misérable. Alors, moi, je suis allée faire un voyage, j'ai fait un voyage en Espagne, et j'ai demandé à la tante Marie, Tia Maria, de consentir à nous laisser des meubles qu'elle avait dans ce manoir-là. Et j'ai rapporté 2 très grandes armoires, des chaises, sa mère, des petites tables. Plus tard, Jordi, un bahut qui venait de Taoul, dans la montagne, dans les Pyrénées catalanes. Et
quand Jordi allait chez les antiquaires et puis revenait avec quelques meubles aussi. Bon, en tout cas, ça s'est fait sur une grande une longueur de temps, là. Et à un moment donné, quand j'ai quitté ici, je ne pouvais pas rentrer, moi, les armoires de pareille hauteur dans ma maison que vous connaissez. Franchement, j'aurais été mal pris. Alors, j'ai laissé une armoire qui vient de Manoir, à Teia, en Espagne, et je l'ai laissée dans ce manoir. Elle est encore là. Il y avait l'entrée des maîtres et l'entrée des serviteurs. L'entrée des serviteurs menait au troisième, là. Puis l'entrée des maîtres était ici. Il y avait un petit balcon, puis c'était un escalier qui menait au deuxième. Ça, c'était l'entrée des maîtres. Ensuite, il y avait un monte charge ici, tout près en bas. Il y avait une petite cuisinette, là, sûrement quelque chose pour faire le thé. Puis il y avait le monte charge, parce que les cuisines étaient en bas dans le sous-sol. Hein? Les cuisines étaient dans le sous-sol. C'est là que les serviteurs travaillaient les mets et puis qui les faisaient monter, parce que les salles à dîner étaient là. Vous le voyez d'ailleurs. Alors, les maîtres pouvaient manger dans leur salle à dîner, mais parce que puis, les mets montaient par monte-charge. Mais ça encore, c'est le principe probablement de tous les vieux manoirs, là. Cette serre que j'admirais par-dessus tout, c'était magnifique, cette serre. Mais c'est pas la serre elle-même qui est magnifique, c'est le balcon qu'il y avait avant la serre, qui était d'inspiration du début du 19e siècle. Vous savez, toutes ces belles choses qu'on a faites à cette époque-là, fin du 18e, là, début 19e, c'était je dirais, balcon, avec un toit de petites colonnades, et puis les chaises en osier où ces dames se reposaient. La serre, ça ne m'a rien dit. Mais ça me fascinait. Ça, j'aurais aimé, moi, pouvoir reproduire une chose comme ça. Il y avait un balcon à l'étage supérieur ici. Il y avait un salon qui s'en allait comme ça, qui était adjacent à ma cuisine. Et là, il y avait une espèce de petit toit, mais on a fait poser un balcon parce qu'il y avait une porte qui ouvrait. Donc, il aurait dû avoir un balcon. Et puis, ça tombait dans le vide, ou sur ce toit chambranlant, là, qui était sous la chapelle. Vous savez, ce petit toit-là couvrait le côté chapelle. Alors, bon, ben, on en a fait un balcon. Et puis ça, c'était bien. Ça faisait, on pouvait sortir en sécurité. Puis on a enlevé le toit chambranlant. Le chemin couvert c'était une espèce de petit corridor où on pouvait se promener, mais attaché à ça, il y avait tous les dépendances, vous savez. Ce petit chemin couvert-là avait beaucoup de poésie. Les colonnes sont restées là, ils ont mis de la vitre. Ils en ont fait un passage couvert, mais modernisé, avec de la vitre et tout ça. Je pense que la personne la plus qualifiée pour comprendre tout ce qu'implique un patrimoine, c'était Jordi. Jordi avait suffisamment de culture. Il avait vécu dans sa Catalogne, et son père l'a initié à tout le patrimoine catalan. Donc, il en comprenait l'importance et il s'est toujours intéressé à ça. Quand il est arrivé ici, il s'était intégré parfaitement. Il a compris l'importance de ça. Quand il était dans cette maison, il la voyait, l'importance de ça. Et puis, j'étais tellement absorbée dans la vie de Jordi Bonnet, ça m'absorbait tellement complètement, l'art et Jordi Bonnet, que l'histoire, ça ne m'a pas touchée tant que ça. C'est après, quand je suis restée toute seule 8 ans de temps dans cette place, j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses. Mais puis, il y avait des gens qui s'occupaient de ça, qui me donnaient les réponses de temps en temps, comme M. Clerc, M. Cardinal, quand il était là, du temps de Jordi.
même après. Alors, c'est des gens qui s'en sont préoccupés. Le seul accident de mes pensées, et ça n'a pas duré longtemps, c'est quand j'ai pensé, après qu'on est sorti de tout ça, et la perte de mon mari, tout ça, que peut-être Jordi, à cause de son amour, sa passion de son œuvre et de la place ici, qu'il avait peut-être écrit une petite partie de l'histoire. Mais moi, j'étais celle qui était à côté, qui a vécu ça. Mais je ne peux pas séparer l'histoire de mon mari. Après la mort de Jordi, en 79, moi, je l'ai occupé pendant 8 ans, cette place. Alors, il fallait que j'invente n'importe quoi pour essayer d'arriver normalement là, au bout de la semaine. Là. Alors, donc, j'ouvrais une galerie en fin de semaine pour que les gens puissent visiter. Je chargeais 2 $ chaque personne. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, puis plus souvent qu'à mon tour, 18 heures par jour. Après ça, par chance, j'ai eu 3-4 films qui se sont présentés pour faire des tournages ici. Donc, un jour, il y a l'hôtel New Hampshire qui va être tourné ici. Le tournage a duré 1 mois. C'était étonnant, c'est que je suis en train de faire une occupation, puis tout à coup, je suis obligée de m'arrêter avec un plateau d'aimé, n'importe quoi. Silence, on tourne. Plus de bruit. À tout moment, je ne sais pas penser à un mime, là, tu sais. Bon. Et puis, et voilà. Puis c'est de même pendant 1 mois. Mais ce qu'il y a eu de particulier avec ce film, c'est que, comment ça s'appelle? Richardson, bon. Richardson m'a dit, écoutez, Mme Bonnet, on va vous donner un peu d'argent, mais je vais faire une chose pour vous. Ce plancher-là, qui était peinturé de couleur tête de nègre, je pensais que c'était du vulgaire bois, moi, qui invente tout ça, je ne me suis jamais posé la question, et je vais tout vous le décaper. Ô merveille, un plancher de marqueterie, à n'en pas croire mes yeux, il s'est révélé des dessins superbes, ce que la marqueterie peut offrir de très beau. Et voilà que je me trouve avec un très beau plancher. Ça faisait... Hein, ça m'a émerveillée, j'étais bien contente. Donc, lui, il avait deviné ça. Et en haut, au 3e, il est allé acheter du tissu style de vieille Angleterre, là, tu sais, des petits motifs, je dirais, délicats, fleuris, je ne sais pas quoi. Et puis, il a tapissé 2 chambres, puis dont les plâtres des murs étaient gondola, là. Alors, ça aussi, ça monte en grade. Alors, donc, c'était ce que ce film de New Hampshire nous a apporté. Mais depuis que l'idée hôtel existe, encore là, il change. Chacun y a mis un peu sa conception. Mais par contre, combien de gens auraient voulu vivre ici ou être ici? C'était le besoin. C'est pour ça que ça attirait. C'est une place qui attirait beaucoup de monde. Alors, quand je l'ai vendu, puis qu'il a été question qu'on fasse un hôtel, je me suis dit, tant mieux. Enfin, ils vont pouvoir venir. En 1987, il y a M. et Mme Degg qui ont acquis le manoir pour le convertir en hôtellerie-restauration. Ce que ça a apporté comme changement, ça, c'est de modifier l'emplacement actuel en créant des cuisines, la salle à manger, en décorant les salles pour avoir des chambres. Donc, ça a apporté beaucoup de travaux là, pour la famille Daigle. En 1996, les M. et Mme Degg ont vendu le manoir à M. Deschamps, qui, lui, a été propriétaire pendant 10 ans.
et puis qui a donné un aspect très culturel. M. Deschamps a construit en 2000 l'Orangerie, qui, elle, a servi pour ses nombreux spectacles. Quand on a décidé d'acheter le manoir, il n'y a personne dans la famille qui avait vraiment d'expérience au niveau de l'hôtellerie et la restauration. J'ai ma plus jeune sœur, par contre, qui, elle, a fait un bac en gestion du tourisme. Mais on est plus une famille de gestionnaires. Donc, je pense que peu importe le domaine dans lequel on travaille, de la gestion, c'est de la gestion. Puis, gérer le manoir, je crois que c'est une gestion qui comporte beaucoup de défis parce que c'est une bâtisse qui est quand même, on le sait, qui date. Mais c'est un bel apprentissage là, tout au long de notre trajet. C'est très intéressant. Puis je pense aussi que ce qui est important pour nous, c'est de préserver le patrimoine québécois, de pouvoir contribuer à le préserver. C'est très important pour nous. Le manoir a 25 chambres. On en a 22 qui sont standards, puis on a 3 suites. Donc, dans ces 3 suites-là, on a les anciens appartements de M. Deschamps, qui se trouvent être la suite exécutive aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne prend pas un bâtiment de cet âge-là comme on prendrait un bâtiment neuf, parce que ça comporte des coûts qui sont assez élevés. On le sait, un vieux bâtiment comme ça, de l'entretien, il y en a beaucoup à faire. Donc, on a eu une subvention pour nous aider à préserver le bâtiment extérieur, ce qui se trouve être la coquille, la maçonnerie, la toiture, la fenestration, tous les éléments finalement qui font que le bâtiment soit beau, soit présentable, ces trucs-là. Lorsqu'on a commencé la restauration du manoir, au niveau de la toiture, on a pensé changer le revêtement pour mettre de la tôle à baguette. Par contre, quand on a discuté avec le ministère de la Culture, on avait l'obligation de reproduire ce qui était installé dans le temps, donc une toiture à la canadienne. Dans les éléments architecturaux, on a les planchers qui sont encore d'origine. Il y a beaucoup de boiseries, la fenestration. Il y avait la toiture, mais là, avec toutes les rénovations qu'on a apportées à la coquille extérieure, il y avait une bonne partie de la toiture qui était originale, la maçonnerie. Les foyers, c'est encore des vieux éléments là, du temps, mais malheureusement, ils sont plus fonctionnels. Non. On a vu la fragilité du bâtiment. On ne pourrait pas se permettre d'avoir un feu ici. Si on veut préserver notre patrimoine québécois, là, on ne pourrait pas se permettre d'avoir des foyers fonctionnels. Tous les jardins qu'on a, finalement, on va les embellir, on va les conserver. Et puis, on n'a pas le choix aussi au niveau du patrimoine parce que nos jardins arrière, certaines parties sont classées au niveau du patrimoine. Donc, on a le labyrinthe qui est classé, le jardin français ainsi que la fontaine au milieu de ce jardin-là. Donc, c'est classé, on ne peut pas les bouger. Il faut vivre avec, puis on ne veut pas les bouger non plus. C'est important que, après, que ça continue on aimerait ça qu'après nous, il y ait du monde qui fasse attention puis qui continue à préserver
le bâtiment, puis les jardins, parce que ça a plusieurs années, là, mon Dieu. Si on parle de le manoir comme tel qu'on est présentement, la rénovation, l'agrandissement, c'est 1853, ça a été terminé. Ça fait quand même plusieurs années. On espère qu'ils tiennent encore autant. Je ne sais pas. Il faut voir avec les autres. Hein. Nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est de garder le patrimoine, puis de travailler pour qu'il reste en état de poursuivre les autres années après. Ça aurait été dommage de détruire un lieu pareil. Même ceux qui viennent là, pour, ne fût-ce que pour passer une nuit, ils font comme... ils sont plongés à une autre époque. C'est bien, je trouve ça bien.